Merci Patrick. Je suis d'accord avec, non pas ton choix du parti de l'Entaille, mais en tout cas la façon dont tu as résumé ce à quoi nous avons essayé de nous astreindre dans la première séance, et qui ne dessine pas un programme, mais en tout cas déjà un chemin vers toute une série de questions. Donc ce à quoi nous nous sommes astreints finalement, c'est à deux choses. Tout d'abord, adresser le diagnostic d'un état critique du rapport que par la langue, par les mots, nous entretenons avec les choses, et puis ensuite à inventorier, alors pour circonscrire au plus près cette zone de danger, et peut-être déjà à titre de remède possible, et bien précisément les possibles d'une description plus juste et joyeuse du réel, dans les termes mêmes des auteurs que nous avons convoqués dans la séance précédente. Et parmi ces possibles figurait bien sûr le scrupule poétique, et cette idée justement d'un recours presque arbitral à la poésie dans cette espèce de querelle interminable entre histoire et littérature, mais un appel à la poésie non pas comme un appel à un surcroît de mots, à une sorte de mouvement, de montée en gamme rhétorique, mais au contraire un appel à la poésie en tant qu'elle est une réflexion sur le langage le plus juste, y compris en termes d'une économie ou d'une parcimonie des moyens narratifs. Alors, s'il manque des êtres dans nos récits, si nous ne parvenons pas à accorder une égale attention à l'ensemble des présences qui s'entretissent en un instant donné, en un état du monde, eh bien, c'est qu'il nous manque des mots. Alors, des mots pour nommer ces présences, bien sûr, mais aussi et surtout pour les décrire, dans l'éclat de leur surgissement et dans le jeu également de leurs entremêlements. Donc, ce dont il s'agit, ça n'est pas seulement, on pourrait dire, d'une encyclopédie des noms propres, mais aussi et peut-être surtout d'un répertoire des présences. Car la trace des êtres et par où ils se donnent à connaître, c'est leur éclat, c'est-à-dire le rapport de leur surface à celle du monde. Font donc aussi défaut, pour nommer les êtres qui manquent, pour les évoquer, eh bien, les lexiques de la surface des choses, et c'est très précisément l'une des choses dont aujourd'hui, avec nos intervenants, nous allons nous entretenir. Les lexiques de la surface des choses, c'est-à-dire eh bien, tout simplement ceux qui permettent de préciser une teinte, une consistance, une texture. Tout dire du monde, d'un même mouvement, son détail et sa totalité, le dire état par état, cas par cas et éclat par éclat, c'est évidemment une drôle d'idée, c'est même une idée un peu folle. Alexandre de Humboldt, dont il sera très bientôt question, écrivait en 1834 à propos de son cosmos, qu'il n'achèvera que 30 ans plus tard, un an d'ailleurs avant sa mort. J'ai la folle idée de décrire, dans un seul et même ouvrage, d'un style vif et d'une forme attrayante, tout le monde physique, tout ce que nous savons, depuis les nébuleuses jusqu'à la géographie des mousses sur les rochers granitiques. Une idée folle, donc, mais une idée ancienne, c'est-à-dire une folie venue de loin. Évoquant dans sa leçon inaugurale au Collège de France les inventaires de correspondance de la Renaissance, Philippe d'Escola la qualifie ainsi, cette idée folle venue de loin, je cite, « L'espoir vain et magnifique de faire signifier le monde en consignant tous les reflets de son chatoiement. » L'espoir, en somme, de constituer une sorte de dictionnaire des reflets. C'est donc un rêve venu de loin, et un rêve en plus qui met, on pourrait dire, longtemps à mourir, puisqu'on en trouve encore l'écho dans les premières décennies du XXe siècle, chez certains poètes, romanciers, philosophes, et par exemple, et c'est sur lui que je m'attarderai un tout petit peu, chez Fernando Pessoa. En 1914, Pessoa connaît un nouvel épisode de transe poétique, ces moments où il se met à écrire, debout toujours, et d'un seul jet, des volumes, des recueils entiers de poèmes. Et au cours de cet épisode, surgit en lui, se fait jour dans le pli de sa conscience, un nouvel alter ego, un autre encore de ses hétéronymes, de ceux avec qui, en lui-même, Pessoa s'entretient de sa méthode poétique. Et alors, cet avatar-ci, celui qui surgit en 1914, se nomme Antonio Cairo. Il possède les traits d'un vieux professeur de sagesse poétique, et on pourrait même dire d'un maître de nominalisme, pour qui le monde n'est jamais que ce qu'il est, par quoi il faut entendre évidemment qu'il renaît à chaque regard. Cairo dicte à Pessoa, dans le temps de cette transe, un recueil entier de poèmes qui sont d'une certaine façon autant de maximes d'un rapport confiant aux choses. C'est le gardeur de troupeau qui s'ouvre par un exergue où figure ce propos.
alors que je faisais un jour allusion à la conception directe des choses, qui caractérise la sensibilité de Caïro. Je lui citais, avec une tout amicale malignité, les termes par lesquels Wordsworth désigne un insensible. A primrose by the river's brim, a yellow primrose was to him, and it was nothing more. Et je traduisis en omettant la traduction de primrose, car je ne sais le nom ni des fleurs ni des plantes. Une fleur au bord de la rivière était pour lui une fleur jaune, rien de plus, elle n'était. Mon maître Caïro se mit à rire. Cette simplicité convenait parfaitement. Une fleur jaune n'est en fait rien d'autre qu'une fleur jaune. Mais tout à coup, il réfléchit. Il y a une différence, ajouta-t-il. Cela dépend si l'on considère la fleur jaune comme une des diverses fleurs jaunes ou bien comme cette fleur jaune en soi. Il dit ensuite, ce que votre poète anglais voulait dire, c'est que pour l'individu en question, cette fleur jaune était chose d'observation courante, chose déjà connue. Voilà précisément ce qui cloche. Toute chose que nous voyons, nous devons la voir toujours pour la première fois, parce qu'en réalité, c'est la première fois que nous la voyons. Et alors chaque fleur jaune est une nouvelle fleur jaune, fût-elle ce qu'on appelle la même que la veille. Le Gardeur de troupeau, donc ce recueil de poèmes de Pessoa, est à tous égards un manifeste anti-symboliste. Il est le refus de la quête esthète des significations cachées du réel, le refus donc du symbolisme, alors tel que par exemple assez classiquement défini par Jean Moréas dans son manifeste littéraire, publié dans Le Figaro en 1886. Ennemi de l'enseignement, la déclamation, la fausse sensibilité, la description objective, la poésie symbolique cherche à vêtir l'idée d'une forme sensible qui, néanmoins, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en cherchant à exprimer l'idée, demeurerait sujette. L'idée, à son tour, ne doit point se voir privée des somptueuses cimares des analogies extérieures, car le caractère essentiel de l'art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu'à la concentration de l'idée en soi. Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes. Ce sont là des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques avec des idées primordiales. Foutaise et billevesée, répond Caïro, car pour Pessoa, il faut au contraire se débarrasser de l'idée, c'est-à-dire de l'idée à majuscule de la tradition platonicienne, celle dont les objets sensibles ne sont que des émanations amoindries, le dégradé dans tous les sens du terme. Pour Caïro Pessoa, les choses sont ce qu'elles sont et rien de plus, c'est-à-dire qu'elles sont tout entières dans la façon, toujours renouvelée, dont elles se présentent à nous. Tout ce qu'il y a à connaître et donc à dire d'elles se situe à leur surface. Ce que nous voyons des choses, ce sont les choses. Et pourquoi verrions-nous une chose s'il y en avait une autre? Pourquoi le fait de voir et d'entendre serait-il illusion si voir et entendre, c'est vraiment voir et entendre? L'essentiel, c'est qu'on sache voir sans se mettre à penser, qu'on sache voir lorsque l'on voit, sans même penser lorsque l'on voit, ni voir lorsque l'on pense. Les apparences, donc, ne sont pas trompeuses, elles sont tout ce que le monde nous concède pour le décrire. Il n'y a donc pas, souvenez-vous de Baudelaire, de forêt de symboles, simplement des forêts de pins. Les choses ne sont pas de somptueuses cimares, garde-robe des idées primordiales, elles sont le réel à l'œuvre, d'une certaine façon la nature en bleu de travail, et Caïro Pessoa de vouer aux gémonies, les scoliastes, les mystiques, qui ne mettent pas de mots sur les choses, mais des choses sur les choses. Je cite, « Car l'unique signification occulte des choses, c'est qu'elles n'ont aucune signification occulte. Il est plus étrange que toutes les étrangetés, et que les songes de tous les poètes, et que les pensées de tous les philosophes, que les choses soient réellement ce qu'elles paraissent être, et qu'il n'y ait rien à comprendre. » Dans un poème de 1928, intitulé Demogorgon, Pessoa, qui emprunte alors les traits d'un autre de ses avatars, Álvaro de Campos, qui est l'un des disciples dissidents de Caïro, se dit même prêt, si tant est qu'elle existe, à vivre sans vérité finale. Autrement dit, à en rester pour vivre et pour rester dans la vie à ce qu'il voit. Dans la rue pleine d'un soleil vague, il y a des maisons arrêtées et des gens qui marchent. Je suis transi d'une tristesse mêlée d'effroi. Je pressens un événement de l'autre côté des façades et des mouvements. Non, non, pas ça. Tout hormis savoir ce qu'est le mystère. Surface de l'univers, aux paupières baissées, ne vous levez plus jamais. Le regard de la vérité finale doit être insupportable. Laissez-moi vivre sans rien savoir et mourir sans chercher à en savoir plus. La raison de l'existence des êtres,
la raison de l'existence de tout, doit provoquer une folie plus grande que les espaces éployés entre les âmes et les étoiles. Non, non, la vérité jamais. Laissez-moi ces maisons et ces gens tels quels, sans rien de plus. Ces maisons et ces gens. Ô vérité, oublie-moi. On trouve ainsi chez Cairo Pessoa l'affirmation selon laquelle, pour voir vraiment, il faut cesser de regarder, c'est-à-dire arrêter de darder sur les choses l'œil de l'esprit. Il faut en somme ne plus penser, ne plus passer par l'idée. Il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour voir les champs et la rivière. Il ne suffit pas de n'être pas aveugle pour voir les arbres et les fleurs. Il ne faut avoir aucune philosophie. Avec la philosophie, il n'y a pas d'arbre, il n'y a que des idées, il n'y a que chacun d'entre nous pareil à une cave. Cette défiance à l'égard des idées, et donc des grands mots qui mettent d'une certaine façon trop de choses sur les choses, rappelle l'invite de Philippe Jacotet que nous citions lors de la séance précédente. Méfie-toi des images, méfie-toi des fleurs. Elle fait également écho au scepticisme de Ponge devant toute forme de métaphysique, jusqu'à lui faire dire « le souci ontologique est un souci vicieux ». Et puis elle n'est pas non plus sans évoquer certaines maximes empiristes de Goethe, dont nous entretiendra Laurent Van Heinde dans quelques instants, celle-ci en particulier. Les théories marquent d'habitude la précipitation d'un entendement impatient qui voudrait être libéré des phénomènes, et qui pour cela met à leur place des images, des concepts, et même souvent rien d'autre que des mots. La plus élevée des choses que nous puissions comprendre, c'est que tout ce qui est de l'ordre des faits est déjà théorie. Ne cherchons rien derrière les phénomènes, ils sont la théorie elle-même. Alors, pour conclure, ce que la réaction antisymboliste de Pessoa partage avec les inventaires de correspondance de la Renaissance évoqués par Philippe d'Escola, dans ce texte qui est un hommage à Humboldt, eh bien, c'est l'idée d'un ordonnancement du réel, non par analogie, mais par assonance. L'analogie est une parenté profonde entre les choses, l'assonance est leur semblance de surface. Il y a là deux visions radicalement antithétiques du système des correspondances entre les choses. Et bien qu'ils s'en défendent, faisant incessamment assaut d'anti-intellectualisme, il y a bien chez Cairo Pessoa une théorie de la nature, et peut-être même une philosophie de la nature à rebours, un antimonisme militant. Je le cite. « Je vis qu'il n'y a pas de nature, que la nature n'existe pas, qu'il y a des monts, des vallées, des plaines, qu'il y a des arbres, des fleurs, des herbes, qu'il y a des fleuves et des pierres, mais qu'il n'y a pas un tout dont cela fasse partie, qu'un ensemble réel et véritable n'est qu'une maladie de notre pensée. La nature est faite de parties sans un tout, peut-être est-ce là le fameux mystère dont on parle. » Voilà pourquoi, alors je peux me risquer à le dire car ni Philippe Artière ni Mathieu Pot-Bonneville ne sont dans la salle, et bien voilà pourquoi, d'une certaine façon, je ne suis pas d'accord avec Foucault. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec Foucault lorsqu'il avance, dans Les mots et les choses, rappelez-vous, au chapitre 2, que s'opère avec Mallarmé et Baudelaire une sorte de retour à la Renaissance, en ce sens que s'institue avec leur poésie un contre-discours qui, je cite, « remonte de la fonction représentative ou signifiante du langage à cet être oublié depuis le XVIe siècle, à savoir la connaissance analogique. » Je ne suis pas d'accord, modestement, car cet être brut est en fait un être hybride, à tout le moins un être bifide. Il n'y a jamais eu un seul et unique théorème des correspondances, une seule et unique théorie des signatures, une lignée unifiée, homogène, de savoir par ressemblance, car la connaissance par analogie a toujours voisiné, et de façon généralement assez houleuse, avec la connaissance par assonance. L'une est affaire de profondeur, l'autre de surface. L'analogie implique que les apparences sont un rébus, le masque d'un logos, et qu'il faut les déchiffrer, les lire comme étant plus que la somme de leurs attributs pour comprendre ce qui les relie les unes aux autres. L'analogie est donc d'une certaine façon la mère de tous les ésotérismes. Elle ouvre à la passion triste et anthropocentriste du sens caché, un sens que l'homme et l'homme seul peut débusquer. L'assonance, en revanche, est une concordance d'éclats. Elle trace de lueur en lueur des chemins éphémères que l'homme n'est pas le seul à pouvoir emprunter. Le papillon aussi volait d'éclat en éclat. Et d'ailleurs, Foucault n'aime pas ce monde d'avant, ce monde où il n'y a partout qu'un même jeu, celui du signe et du similaire. Moderne par excellence, Foucault met à distance comme un passé mort, sitôt après l'avoir exhumé, je cite encore, « cette culture où la signification des signes n'existait pas, car elle était résorbée dans la souveraineté du semblable.
mais où leur être énigmatique, monotone, obstiné, primitif, scintillé dans une dispersion à l'infini, une monotonie qui scintille, rien de plus en somme pour Foucault que quelques nuances de gris. Donc la question a priori si triviale de la description de l'apparence des êtres naturels ouvre à des questions complexes de généalogie, des questions qui engagent l'idée que nous nous faisons non seulement de ce que nous avons été, mais aussi et surtout de ce que nous aurions pu être. Et si nous avions suivi plus longtemps que nous ne l'avons fait la voie de l'assonance, de préférence à celle de l'analogie, et si nous étions restés un peu plus longtemps que nous ne l'avons fait à la surface des choses, demeurer amoureux des apparences, n'aurions-nous pas, peut-être au jour d'aujourd'hui, un plus grand souci de ce qui nous entoure. Patrick l'a rappelé, pour aborder ces questions de généalogie, nous avons d'une certaine façon choisi de ne pas choisir et de suivre deux voies distinctes et complémentaires, celle de la création littéraire contemporaine avec Mélisse de Kerangal, et puis celle de l'histoire des savoirs avec Laurent Van Heyde et Marie-Noëlle Bourguet. Et c'est par l'intervention de Mélisse que nous entamons ce cheminement.